Bon. Bezrat Hashem, on va commencer le cours ce soir à Bat Yam. D'accord? Chez le Rav Brami, qui nous fait l'honneur de nous accueillir ici. Baruch Hashem. Alors, Birshut Harav, Birshut Hakal, Akadosh. On va commencer ce shiur. Alors, comme j'ai ma petite habitude, c'est le cours, il va être pour la réfoua chez les mains de Noah Batilana, Avraham Yitzhak Yaakov ben Naomi Shelbia, Machlouf ben Rachel, Shimon Nissim ben Shelbia, Gilbert Yitzhak ben Nidet Chana, excusez-moi, Bezrat Hashem, Leilou Nishmat du Rav Yosef Chaim Sitruk ben Emma Simcha, de la rabbinite Mazal Israël, mais aussi de Sarah Chava bat Estelle, Chaya Simcha bat Sarah Chava, Tsiona bat Sarah Chava, Tila bat Sarah Chava, Meira bat Sarah Chava, Sheli Bracha Léa bat Simcha, Oria bat Chana, Franck Chaim Raphaël ben Rachel, d'accord, et Claudine Chmesha Mibet Ouzan, Bezrat Hashem. La réussite de tout à chacun, la réussite de Bezrat Hashem. On va commencer un cours ce soir sur entretenir la flamme. Comment entretenir la flamme de l'amour dans le foyer, entre les conjoints, avec les enfants, quand on est grands-parents, avec les enfants et les petits-enfants. Il y a baba, compliqué. Bezrat Hashem. Alors on va expliquer une chose. On voit aujourd'hui qu'on vit dans une société qui a connu un changement radical. D'accord? Il y a une base même qu'on apporte, une notion importante à comprendre. C'est que lorsqu'on voit les générations qui nous ont précédés, il fut une époque où il y avait des personnes, encore il n'y a pas si longtemps que ça, lorsqu'ils avaient besoin d'eau, ils avaient besoin d'aller au puits, pour puiser l'eau. Donc de fournir un effort, ne serait-ce que pour avoir de quoi se laver et se restaurer et boire, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, on rentre dans n'importe quel supermarché, on achète l'eau en bouteille. Quand on a besoin de se doucher, on ouvre le robinet, il y a la douche. Il y a des douches aujourd'hui avec des options extraordinaires. D'accord? Il y a le jacuzzi. Donc les gens n'ont plus cette notion d'effort à fournir. En plus de ça, à travers l'éducation, à travers le monde, s'est répandu le fait de dire que les enfants doivent être éduqués avec beaucoup d'amour, qu'on doit les encourager, qu'on doit être là pour eux, ce qui est vrai en partie. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand on passe son temps à dire à un enfant qu'il est parfait, qu'il est extraordinaire, qu'il est appelé à réussir, qu'on est là et qu'on est fier de lui, tout le temps, en toutes circonstances, on a affaire à un enfant qui se prend pour un Superman. Arrive le moment où il va arriver à l'école, il va déjà être confronté à ses camarades, il va se rendre compte en classe qu'il n'a pas forcément les meilleurs résultats. Ça, c'est premièrement. Ce qui peut engendrer parfois chez les enfants des crises au niveau scolaire. Après cela, du fait qu'on ait moins d'efforts aujourd'hui à fournir et que même pour s'informer, c'est très facile, il suffit d'allumer son téléphone aujourd'hui, il y a tout sur l'écran du téléphone. On voit que le problème essentiel que nous avons, c'est dans cette génération-là, dans notre génération à l'heure actuelle, c'est le fait de voir que les efforts à fournir ne sont plus les mêmes. Et ils sont beaucoup moins denses et beaucoup moins présents au jour le jour qu'auparavant. Aujourd'hui, quand on parle d'efforts, c'est d'aller faire les courses au super. Oui? Quand un enfant lui demande d'aller se doucher, imaginez à l'époque. Aujourd'hui, un enfant, il va te doucher, il a la baignoire, il a la douche, il a le rideau de douche, où il y a même des portes, il y a le chauffage dans la douche, il y a tout ce qu'il faut. Il ne veut pas aller se doucher. Imaginez, vous, 100 ans en arrière, tu dis au gosse, va au puits chercher l'eau pour te laver. Dans le baquet. Oui? C'était comment? C'est comment? On ne savait pas beaucoup. Hein? Non, les gens se lavaient. Mais on voit en réalité, justement, que le fait est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'efforts à fournir. Ont moins d'efforts à fournir. Et le problème que l'on a aujourd'hui dans les couples, le problème que l'on a aujourd'hui dans les foyers, le problème qu'on a aujourd'hui dans le relationnel, le problème qu'on a aujourd'hui dans le domaine professionnel, c'est que du fait qu'on n'ait pas pris comme systématisme le besoin de fournir des efforts de façon naturelle et que on est éduqué avec énormément d'amour et qu'on a énormément de facilité,
et que plus les générations avancent, et que plus Baruch Hashem, les besoins sont comblés et des nouveaux besoins se créent. Aujourd'hui, j'ai des parents qui m'appellent, qui me disent « Mon enfant a 9 ans, il veut un smartphone. » Tous ses copains en ont. C'est devenu un besoin, le smartphone, pour des enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'avec cette facilité de se documenter, etc., il y a même des gens qui se disent « Mais à quoi bon lire des bouquins? Aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, faire quelques recherches, et je trouve toutes les informations que je veux. » Et ça nous donne l'impression extraordinaire d'être extrêmement compétent dans tous les domaines. Alors que c'est de la poudre aux yeux. À partir de ce moment-là, où la personne va comprendre au fur et à mesure, face au monde scolaire, face au monde professionnel, face au monde sentimental, lorsqu'on va être en relation, dans les premières relations amoureuses, qu'on va devoir se marier, qu'on va devoir avoir des enfants à notre tour, etc., et qu'on va être confronté à cela et qu'on va se rendre compte de tous nos manques et du nombre d'efforts à fournir, on a énormément de personnes aujourd'hui à travers le monde qui plongent dans la déprime, qui n'ont pas envie de s'investir parce qu'ils ne sont pas sûrs d'y arriver, et à la moindre difficulté qui ont envie de jeter l'éponge. Et ils vont avoir besoin de remplacer cela, d'accord, le manque qu'ils ont, parce que ils ont été idéalisés quand ils sont plus jeunes. Ils ont été idéalisés quand ils sont plus jeunes. Et quand ils grandissent, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas si idéaux que ça. Ils ne sont pas si spéciaux que ça. Et qu'il y a des personnes autour d'eux qui sont encore plus compétents qu'eux. Oui? Mon fils, qu'est-ce que t'es beau. Qu'est-ce qu'il est intelligent, mon fils. Mon fils, quand il va être grand, il va être médecin, il va être avocat. Il n'a pas réussi à avoir son bac. Oui? Et malheureusement, des gens vont lui dire « Ah, regarde, celui-là, il n'a pas son bac. Ah, regarde, celui-là, il n'a pas réussi. Ah, regarde, celui-là, il n'arrive pas à boucler ses fins de mois. » Ça renferme les gens dans un mutisme, d'une violence morale sans pareil. Parce qu'ils avaient envie de réussir, parce qu'en plus aujourd'hui, on a accès avec l'information à toutes les richesses de ce monde visuellement. On peut voir des gens rouler en voiture de luxe, on peut voir des gens évoluer dans des maisons magnifiques, avec des belles piscines, au bord de la mer, etc., etc. Et nous, on est confrontés à nos problèmes, où on n'arrive même pas à payer la facture d'électricité à la fin du mois, et on est enfermé dans une banlieue quelque part, dans un 2 pièces. Comment on est? Frustré? Maintenant, si on vient et on parle de nos frustrations, si on vient dans la société dans laquelle on vit, qui est une société de compétition. C'est la loi du plus fort. C'est la loi du plus compétent. C'est la loi du CV, du curriculum vitae. À partir de ce moment-là, quand on vient, on me dit ton curriculum vitae est moins valable que le concurrent, qu'est-ce qu'on va faire avec toi? Qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avec toi? La personne se sent mal, et d'un seul coup, elle va se renfermer. Elle va commencer à développer un malaise. Elle va commencer à se renfermer. Et elle va devoir, tout simplement, arriver à se créer un besoin de bonheur. Et physiologiquement, cette notion de bonheur passe par un neurotransmetteur, d'accord, qui est connu sous le nom de la dopamine. Vous connaissez, non? C'est aussi ce qu'on appelle un neurohormone. La dopamine. Et c'est ce qui va précéder la création de la dopamine, qui est dans notre cerveau, d'accord, qui est vraiment en très petite quantité. Cette dopamine-là sert en partie, d'accord, à la création de l'adrénaline. Et les gens qui sont en manque, ils vont avoir besoin de se créer ces sentiments de bonheur. Ils vont chercher cela ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis dans le travail. Ils ne sont pas épanouis en amour. Ils ne sont pas épanouis en relations personnelles et professionnelles. Parce qu'ils sont confrontés à leurs échecs en permanence. Et le fait d'avouer ces échecs face à la société, on risque d'être mis au banc de la société. Imaginez un homme d'affaires pendant un instant qui connaît des difficultés. D'accord? Il connaît des difficultés. Et ces difficultés professionnelles vont atteindre de tels essors que sa femme d'un seul coup en a marre et demande le divorce. Les gens autour de lui diront, attends, il a des problèmes en affaires, il est en train de divorcer, on ne va plus faire d'affaires avec lui. Oui?
comment se retrouve cette personne-là, d'accord, au banc de la société, comment elle se ressent quand tout le monde va lui tourner le dos. Très mal. Et là, les malaises commencent. Une personne qui a des problèmes de couple, qui passe son temps à en parler autour d'elle, et à bout d'un moment, elle va se rendre compte qu'à force de parler autour d'elle à ses amis, à ses propres amis de ses problèmes de couple, va arriver un moment, à un moment donné, on va moins les inviter. On va moins vouloir les fréquenter. Quand on va les croiser dans la rue, on va faire en sorte de détourner le regard pour pas être coincé pendant 10 minutes avec cette personne-là, pour ne pas subir son plaidoyer, ses problèmes. C'est des gens qui connaissent un véritable malheur, une véritable détresse. Ils peuvent arriver au pire. Alors allez-nous. Aujourd'hui, à travers le monde, il faut savoir un chiffre qui est effrayant. Effrayant. Une personne sur 4 sera appelée à prendre des antidépresseurs, à prendre des somnifères pour réussir à dormir. Une personne sur 4. Le taux d'insomnie est spectaculaire. Il suffit de le voir, hein. On le voit aujourd'hui. On a un témoin fantastique pour nous le rapporter. Facebook. Sur Facebook, on voit aux heures de la nuit. Alors des gens commencent à poser des questions. Oui, alors, si on n'est pas bien, on ne peut pas se confier à des amis. Si on va en parler après. Bezrat Hashem. On expose la problématique, après on va apporter des solutions. Donc, on est encore dans l'introduction, là. Ça va aller, je vous assure. Je sais que vous n'êtes pas bien, là. Hein. Mais on va donner des solutions, pas... Attendez, on va pas faire le truc au bout du doigt. On apporte des solutions. Réelles. On voit tout simplement que lorsqu'une personne aujourd'hui, elle se sent valorisée. Elle a besoin de se sentir valorisée. Parfois, se sentir valorisée, c'est recevoir un message sur son téléphone. Une personne qui commence, dès qu'elle reçoit un message sur son téléphone, à ressentir une excitation. Elle se dit, ah, j'ai besoin de voir mon téléphone. Son organisme, son corps est en train de créer, son cerveau est en train de créer de la dopamine. Cette dopamine devient une drogue, ainsi que l'adrénaline, pour le corps. On est en train de créer une dépendance. Vous savez la dopamine, dans quelles conditions elle peut être créée aussi? Les sports extrêmes, les jeux d'argent, ouais. Quand on boit de l'alcool, quand on consomme des narcotiques, ou quand on fume une cigarette, tout ce qui n'est pas bon. Et quand on a l'impression de ressentir du plaisir, ça nous crée cette dopamine. On a beau vous dire ne fumez pas, c'est dangereux pour la santé. La personne, au moment où elle est en train de fumer, elle se sent bien. Alors que la première cigarette qu'un fumeur va fumer, il a l'impression de manger le goudron de la rue. Et pourtant, on continue à fumer. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que de fumer, ça nous fait du bien. Parce que notre cerveau est en train de créer une dopamine. Ce qui encourage la dépendance au tabac. Oh, on devient dépendant à notre propre organisme, à cette dopamine. Une dopamine qui naturellement est créée par l'amour, est créée par l'empathie des autres, est créée quand on sent qu'on est compris, quand on ressent qu'on est compris. Vous savez comment est un couple en détresse lorsqu'ils peuvent appeler une personne pour avoir besoin d'un coup de main et qu'ils voient la personne venir chez eux et dire je ne partirai pas d'ici tant qu'on n'aura pas réglé vos problèmes. Et la personne part à 2h, 3h du matin de leur maison. Vous savez comment ils se sentent? Ils disent mais c'est pas normal ce que vous êtes en train de faire. Comment c'est pas normal? Comment c'est pas normal? Moi en tant que rave, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me retrouver chez des foyers, chez des gens qui ne pouvaient pas faire garder leurs enfants, d'aller chez eux tard le soir et de partir très tard de chez eux pour arriver à régler leurs problèmes. Ils disaient mais c'est pas normal ce que vous faites. La misva de Ve'afta l'erecha kamocha, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. De t'adapter aux besoins de ton prochain, de savoir de ce dont il a besoin et toi d'arriver à lui donner sans te créer un manque. Attention, hein, celui qui va écouter un couple d'amis jusqu'à 3h du matin et le matin il n'est pas capable de se lever, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Mais en réalité, il vaut mieux envoyer les gens chez des professionnels qui ont l'habitude de s'occuper de ce type de problème. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que par cette dépendance-là, quand on est en train de créer, on déplace la satisfaction d'avoir fourni un effort et d'être arrivé à un but par des palliatifs comme la drogue, l'alcool, le tabagisme,
les jeux d'argent, Internet, regarder un film, et regarder un film et un autre film, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien, on est en train de se tuer. On est en train de se tuer de l'intérieur, mais ça fait du bien. La Torah nous enseigne qu'on doit faire extrêmement attention à notre corps et à notre âme. Ushmartem meod al nafshotechem. D'accord? C'est pas marqué et vous ferez attention à vos âmes. Ushmartem meod al nafshotechem. Vous devrez faire très attention. Nafshotechem, c'est le corps et l'âme. Les deux. Très attention. C'est-à-dire quoi? Meod. Le kinouï de Méod, dans le schéma Israël, d'accord? C'est quoi? On rapporte que l'expression Méod, c'est en réalité, ça nous rapporte, c'est l'argent, mais c'est tout notre être. Ça veut dire que tu dois t'investir totalement pour ton bien-être. T'investir totalement pour ton bien-être, la Torah, qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Tu dois fournir des efforts. Combien de personnes j'entends à travers la communauté? Je ne peux pas lire tous vos commentaires, les enfants. Bezrat Hashem, on verra après. Alors, combien de personnes, à travers toute la communauté, me disent, Kvodarav, parmi les hommes, l'étude de la Torah, c'est bien, mais la Gemara, je comprends pas. Hein. L'autre, il avait la poutre. L'autre, il avait le baril. Le baril, il est rentré dans la poutre. On ne sait pas lequel qui est venu en premier. Pourquoi ils ont fait ça? Et puis, il y avait de l'eau par terre. Il n'y avait pas de l'eau par terre. Dans le baril, il y avait de l'huile. Ou il y avait... Oh! Attendez, qu'est-ce que vous nous voulez avec tout ça? C'est compliqué. Et puis, en plus, c'est en araméen. Et en plus, il faut apprendre à lire. Et en plus, il y a l'écriture, la toute petite de Rachi. Soit dit en passant, c'est une erreur d'appeler ça l'écriture de Rachi. C'est l'expression populaire qu'on a donnée à cette écriture. À la base, Rachi n'écrivait pas dans cette écriture-là. Lorsque les premières maisons d'imprimerie ont apparu, d'accord, ils ont décidé d'opter pour une façon d'écrire les lettres qui coûtait moins cher, qui consommait moins d'encre, pour pouvoir publier à l'époque où il était compliqué d'arriver à imprimer, plus de livres. Le premier livre qui a été publié de façon massive avec cette écriture-là, c'est le Kuntres. C'est quoi le Kuntres? C'est comme ça que les Baalei Tosfot appellent Rashi. Kuntres veut dire brochure. C'est la petite brochure de tous les commentaires de Rashi sur la Gemara. C'est le premier livre qui est sorti comme ça. Et sur la Torah. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on appelle Rashi, le Kuntres. Maintenant, par rapport à cela, on voit quoi? On voit justement, il faut apprendre les différentes formes d'écriture, etc. Et ouais, depuis qu'on est tout petit, on nous a dit qu'on était intelligent. On nous a dit qu'on était capable. On nous a dit qu'on était les plus beaux. Nos parents ont tout fait pour nous. Je vous parle des nouvelles générations. Des nouvelles générations, Ben Porat Yosef. Ici, Ben Porat Yosef, on a des grands-parents dans la salle, on a des parents dans la salle. Vous avez tout fait pour vos enfants. Aujourd'hui, vos enfants, qui vivent dans un monde où tout a été facilité, bah parfois, ils ont du mal à réaliser qu'ils doivent fournir des efforts. Ah oui, tu veux y arriver dans le monde professionnel, il y a des efforts à fournir. Il y a des qualifications professionnelles à atteindre. Il n'est jamais trop tard pour apprendre un métier. En plus, il n'y a pas de saut métier. Ouais, il n'y a pas. Tout métier demande une pratique, demande une intelligence, une technique. Donc on ne peut pas dénigrer une personne par rapport à sa profession. C'est une chose extraordinaire. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour entretenir la flamme de l'amour dans un foyer, il faut comprendre tout simplement qu'on a des efforts journaliers à fournir depuis le premier jour où nos parents ont commencé à nous éduquer. Le rôle des parents, à travers la Torah, c'est d'éduquer leurs enfants pour qu'ils deviennent à leur tour de bons parents. Ah oui? Je sais, ben oui. Mais est-ce qu'on a beaucoup de parents qui vont attraper leur enfant de 7 ans et qui leur disent, voilà, souviens-toi, ce que je t'ai dit aujourd'hui, la façon dont je t'ai éduqué aujourd'hui, il faudra éduquer tes enfants de la même façon. Que nous dit la halakha? La halakha me dit que j'ai l'obligation en tant qu'homme de fournir tout ce dont ma femme a besoin et même au-delà de ses besoins afin de la rendre heureuse, à la hauteur de mes moyens. À la hauteur de mes moyens. Ma femme ne peut pas me demander de m'endetter pour lui fournir tout ce qu'elle veut.
Mais moi, à la hauteur de mes moyens, je dois faire en sorte que ma femme soit heureuse et je dois gâter ma femme. Un enfant, là, l'Allah me dit, je n'ai pas l'obligation de le gâter. Je dois lui fournir ses besoins vitaux. Pas besoin de le gâter, l'enfant. Pour apprendre à l'enfant qu'il doit fournir des efforts dans la vie. Tu veux obtenir quelque chose, il y a un effort. C'est du donnant-donnant. Quand on met ça en application, mais avec beaucoup d'amour. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Il y a un père de famille qui, un jour, se rend compte que son fils chapardait de l'argent à l'école, dans les trousses et les portefeuilles de ses camarades, à l'heure de la récréation. Arrive la récréation, d'accord? Le gosse, il fait le tour de la classe, il vole une petite pièce ici, une petite pièce là, il y a quelques billes dans le sac de l'un, quelques joujoux dans le sac de l'autre, il commence à prendre. Un beau jour, ça prend très peu de temps, le gosse il commence à faire ça, il rentre à la maison, la mère tout de suite, quand elle voit son enfant rentrer à la maison, elle le voit, il s'achète des joujoux, il s'achète des bonbons, il s'achète... Il dit, mon fils, d'où t'as l'argent? T'as 7 ans. Hein? S'achète des voitures. Donc, t'as 7 ans. Où tu rentres? D'où t'as cet argent? J'ai trouvé dans la rue. Quoi? Autant t'as trouvé dans la rue? Et enfin, quand elle commence, la mère, à parler avec l'enfant, l'enfant finit par avouer qu'en fait, il est en train de se servir dans les trousses de ses camarades. 2 options. On gronde l'enfant, parce qu'il est parti dans la facilité, pour ne pas fournir d'efforts. Ou alors, on réalise en réalité que cet enfant-là, il a eu un manque. Quel a été son manque? Le fait de voir que ses camarades dans sa classe avaient le droit de ramener des jouets en classe. Avaient le droit d'avoir un peu d'argent de poche sur eux pour à la sortie de l'école, s'ils veulent s'acheter un bonbon, s'acheter un petit joujou, de temps en temps. Leurs parents leur donnaient à ces enfants-là une petite somme symbolique, 5-10 shekels par semaine. Les enfants ne dépensent pas leur argent, ils le gardent. Après, ils cumulent une petite somme. Et en réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ces parents-là, ils se sont rendus compte que eux, ils avaient estimé que leur enfant de 6-7 ans n'avait pas besoin d'argent de poche. Il n'avait pas besoin d'argent de poche. Donc on a un gosse qui a pas d'argent de poche et tous ses camarades ont de l'argent de poche. Comment il se sent? Maintenant, l'enfant dans sa tête, il faut bien comprendre à son niveau, qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Les parents, les gens ils commencent à se révolter sur Facebook, j'aime beaucoup Facebook, ils se révoltent. Écoutez le rabbin jusqu'au bout. Bon, on écoute le rabbin jusqu'au bout, après ça ira, Bezrat Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit justement que les parents, ils n'avaient pas fait cet effort de se dire, un enfant de 6 ans, on doit l'écouter, on doit lui parler, on doit être à son écoute. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le fait est qu'on se dit un enfant de 6 ans, mais de quoi je parle avec lui? Qu'est-ce qu'il a fait à l'école? Il est au CP. Il est Kita Aleph. Kita Bet. De quoi je parle avec lui? Il est en train d'apprendre les règles rudimentaires. Quel malaise il peut avoir, quel problème il peut avoir. Quand il a besoin de quoi que ce soit, je lui paye ses vêtements, je lui paye ses joujoux, ses bonbons, tout ce dont il a besoin. Il suffit qu'il me demande, je lui donne. Les parents sont des bons parents. C'est pas des parents qui donnent rien à leur enfant. Ils évoluent pas dans un foyer où c'est des cas sociaux, chas v'shalom. Non, les parents sont des bons parents. Mais l'enfant, lui, il est frustré. Les autres ont et lui n'a pas. Quand il voit que les autres ont et lui n'a pas, facilité. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai besoin d'avoir de la lumière dans ma chambre, j'ai pas besoin d'aller allumer la cheminée. Oui, j'ai pas besoin de faire un travail particulier. J'ai pas besoin de produire de l'huile pour avoir des lampes à huile. J'ai pas besoin de tout ça. J'appuie sur un bouton. Facile. J'ai faim, j'ouvre le frigo, je prends. Facile. L'enfant, qu'est-ce qu'il voit? Quand on a besoin des courses, on va au magasin, on prend dans les rayons. Facile. Après, on paye en caisse. L'enfant, il n'a pas la notion qu'il faut payer à la caisse. Il nous a vu prendre dans les rayons. Donc de la même façon, lui, il s'est servi directement dans les sacs de ses amis. Parce que c'est quelque chose dont il a besoin. Parce que l'enfant nous voit que lorsqu'on a besoin de quelque chose aujourd'hui, les efforts que l'on fournit ne sont pas extraordinaires par rapport à une autre époque. Donc la remise en question par rapport aux lois de la Torah, c'est pas la même. Quand tu dis tu ne voleras pas, il comprend pas c'est quoi ne pas voler. Même s'il a 6 ans. De la même façon que je me sers à la maison, je me sers en classe.
C'est tous mes amis, c'est mes copains. Et puis quoi qu'il arrive, si je leur demande, les gosses entre eux, tu peux me passer un bonbon, tu peux me donner une bille, vous la connaissez pas ça? Oui, moi une fois, j'ai une mère de famille qui m'a appelé, qui m'a dit, Kvod Arav, j'ai un problème. Je dis, c'est quoi madame? Mon fils, il a donné 10 images à votre fils en classe. Je dis, madame, c'est un problème, vous venez, vous récupérez les images. Il n'y a aucun problème. Elle me dit, oui, mais mon fils, il a voulu être un bon ami de votre fils. C'est problématique. Je dis, bon, on les connaît ces histoires-là. Mais ce que j'essaye de vous expliquer en réalité, c'est que, justement, il y a la facilité. J'ai besoin, je demande, on me donne. Facile. Tout est facile. Donc cet enfant-là, il n'a pas compris la notion en question, qui est extrêmement importante, de comprendre qu'il est en train de voler. Par rapport à ça, on voit justement que cet enfant-là, le père, lorsqu'il est venu et qu'il m'a posé la question, je lui ai dit, écoute, c'est très simple. Il te suffit, toi, maintenant, de mettre une règle en place avec ton fils, que, qu'il te fasse la liste de tout ce qu'il a pris et qu'il doit prendre l'obligation de rendre à ses camarades en leur demandant pardon, en lui faisant comprendre que ce n'est pas bien. Le gronder, ça ne sert à rien, parce qu'en le grondant, tu risques de le braquer, mais de lui faire comprendre en discutant avec lui que ce n'est pas bien, de lui montrer que tu es déçu, que ça te fait énormément de peine, parce qu'un enfant, il nous aime, normalement, lorsqu'il est petit, d'un point de vue technique. Après, c'est quand il grandit que ça devient compliqué. Mais, en réalité, de lui faire comprendre cela, et à partir de ce moment-là, de lui dire maintenant, tu as besoin de quoi que ce soit, on va te donner de l'argent de poche. Mais pour avoir de l'argent de poche, j'ai besoin que toi, tu fournisses un effort. Un effort. Tu veux, je te donne 5 shekels par semaine, 10 shekels par semaine. Je vais avoir besoin que tu fournisses un effort. Que tu aides ta mère. Que lorsque tu termines de manger, tu nettoies ton assiette. Que lorsqu'on te demande d'aller te brosser les dents, d'aller au lit, tu respectes. De leur faire un petit tableau aux enfants, par nom, et de leur dire, voilà le but à atteindre. Si vous atteignez ce but-là, vous serez récompensé. Et en leur faisant ça, lorsqu'ils arriveront à l'âge adulte et qu'ils vont travailler dans une société où le patron, il va venir, il va faire un tableau avec le nom de tous les employés, avec le but à atteindre, les quotas à atteindre, d'accord? Et la comparaison, ils vont se rappeler du MIFSA quand ils étaient petits, de se brosser les dents pour avoir leur argent de poche, de l'effort à fournir. Ils restent dans cette même dynamique-là. Et comme ça, l'enfant aura moins de risques de crise. C'est pas garanti, mais on minimise les risques. Et halakha les maaseh, c'est comme ça qu'on explique comment éduquer les enfants. Ne pas crier, ne pas s'énerver, ne pas frapper. De montrer à un enfant un visage sévère, c'est beaucoup plus impressionnant que de lui crier dessus. De montrer à un enfant qu'on est déçu et qui nous fait de la peine, et de lui montrer qu'on a une larme dans l'œil et qu'on devient blême et triste et sévère à la fois, sans ouvrir la bouche, c'est beaucoup plus efficace que d'hurler sur un enfant et de lui mettre une claque. Et comme ça, se crée un rapport d'amour entre l'enfant et les parents. L'enfant comprend que le père n'est pas là pour le punir, il est là pour l'éduquer, et qu'il n'est pas là pour s'en prendre à lui et le remettre en question, mais qu'il est là tout simplement pour obtenir un certain résultat. Essayez d'imaginer maintenant que cet enfant-là soit l'enfant d'un foyer religieux, le fils d'un rave, d'un grand rave. Comment il est le rave? Toute la journée il dit aux gens, t'as pas le droit de voler, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de... Il apprend que son fils, parce qu'il passe son temps à s'occuper des autres, il apprend que son fils il a volé en classe. Tu prends pas le temps d'écouter tes enfants, d'avoir un discours avec un enfant. Moi je le dis, j'ai une fille, elle a 4 ans. Je passe pas une journée sans parler une demi-heure avec ma fille. Les gens ils vont se dire, mais une demi-heure avec un gosse de 4 ans, tu parles de quoi? Je parle de ses robes qui tournent, elle aime les robes qui tournent, les jupes quand elles tournent. Papa, je veux la jupe qu'elle tourne, j'aime ceci, j'aime cela. Il y a ma copine Hogan, il y a la ganénette, il y a ceci, il y a cela. Et à travers cela, à travers ce temps que je prends pour discuter avec chacun de mes enfants chaque jour, et par rapport à l'âge, je donne un temps plus important, ce qui veut dire qu'un enfant qui arrive à l'âge de l'adolescence, à partir de l'âge de 11 ans, c'est déjà l'adolescence aujourd'hui, à partir de l'âge de 11 ans, je lui consacre 1 heure et quart de discussion,
ou pendant l'heure et quart, le téléphone, il n'est pas là. La dopamine du message qui s'allume pendant que je parle avec mon enfant, je ne l'ai pas. Je préfère la dopamine de voir mon enfant bien, qui a compris que je suis à son écoute et qui à la fin va venir dans mes bras et qui va me demander un bisou avant d'aller dormir. Je préfère ça. Combien nous avons aujourd'hui de parents, à travers le stress et le travail, rentrent à la maison, il y a un enfant qui rentre, il dit « Ah papa, aujourd'hui à l'école, j'ai eu tel problème avec mon copain. » Attends, je t'arrête tout de suite. Moi, je m'occupe de choses... Dans la tête, le parent, il dit quoi? Moi, je m'occupe de choses importantes. Je dois le nourrir, cet enfant. J'ai pas de temps pour lui, pour l'écouter avec ses bêtises de copains, c'est des gamineries. Oui, mais ces gamineries, ce temps que tu prends pas pour écouter ces gamineries, c'est par la suite, tu vas le payer quand ton enfant va devenir adulte. Parce que tu n'as pas pris le temps d'être à son écoute. Oh. Je vais là où personne ne va dans mes cours. Je sais qu'à la fin, ça fait pas... Bon, maintenant, en réalité, on voit, justement, qu'il n'est jamais trop tard pour corriger le coche. Jamais trop tard. J'ai récemment eu un problème, pas personnel, hein, dans une famille. Un père de famille qui a une affaire qui lui appartient. Il a 2 fils, un qui donne un coup de main à son père de temps en temps, de façon totalement bénévole, c'est pour le respect de ses parents, pour aider ses parents, il leur donne un coup de main dans l'affaire familiale. Et un autre enfant qui dit, écoutez, vous êtes arrivé à un âge aujourd'hui où vous devez prendre votre retraite, papa, maman, laissez-moi reprendre l'affaire familiale, et pour reprendre votre affaire, l'argent que vous réclamez pour vendre votre affaire, je suis disposé à vous le mettre sur la table et vous le donner. Suivez ou pas? Des enfants adultes. Les enfants sont mariés, ils ont des enfants, il y a des sœurs, il y a des femmes qui sont des belles sœurs. Comprenez ou pas? Il y a des frères et il y a des sœurs. Donc il y en a un qui vient et qui dit je veux reprendre l'affaire familiale. Tout de suite, on a tous les frères et sœurs qui veulent avoir leur mot à dire. Tout de suite, le père dit écoute, ton frère qui a l'habitude de me donner un coup de main dans l'affaire familiale, c'est avec lui que tu dois discuter. Pas avec moi. Attends, comprenez ce que j'essaie de dire? C'est avec lui que tu dois discuter, pas avec moi. J'ai pas envie de me rentrer dans un cassement de tête avec toi. Tu vas me casser la tête. Essayez d'imaginer maintenant comment se sent un enfant adulte, marié, quand son parent lui dit « J'ai pas envie que tu me casses la tête, parle avec ton frère. » C'est-à-dire, papa, t'es pas à mon écoute. Qui peut avoir le mot de la fin entre ses enfants, si ce n'est pas le père? Non, non, on va laisser les enfants se débrouiller entre eux. La Torah nous dit qu'on a l'obligation d'éduquer nos enfants et nos petits-enfants. Vous m'écoutez? Donc les grands-parents ici, vos enfants et vos petits-enfants, vous avez l'obligation de l'éduquer. Donc quand vos enfants, vos fils, ils ont un différend entre eux et qu'ils viennent vous voir, c'est votre rôle à vous en tant que parents d'arriver à mettre la bonne parole entre eux et de dire et d'imposer le dernier mot. Ça s'instaure quand Baruch Hashem, on a éduqué nos enfants, on s'est donné corps et âme pour eux. Et ils arrivent à comprendre ce qu'on est en train de leur dire. Mais quand on voit aujourd'hui que nous-mêmes, les parents, quand nos enfants sont petits, on n'a pas envie de prendre le temps de les écouter. On n'a pas envie de prendre les... Parce que c'est pas qu'on n'a pas envie, on n'a pas la possibilité matérielle, il n'y a pas suffisamment de temps dans une journée. Je dois me lever le matin. Je fais ma tefila, je fais pas ma tefila, c'est un autre débat. Je vais travailler, je rentre du boulot. Quand je rentre du boulot, il y a encore des choses que je dois régler. Il y a d'autres problèmes de la maison, les factures, les ceci, les courses. Où j'ai le temps, moi, technique? Où est-ce qu'on a le temps technique? Alors qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, quand on a besoin d'eau, d'aller creuser des trous dehors pour trouver l'eau. Tout ton robinet, tout est facilité. Bon. Maintenant, réfléchis comment tu gères ton temps. Le Gaon de Vilna nous rapporte que le soir du Seder de Pessah s'appelle Leil HaSeder. Oui. Alors, Leil HaSeder, le soir du Seder de Pessah. Oui. Le soir de l'ordre, où on met de l'ordre dans les choses. Alors, dans la halakha, c'est rapporté parce que ce soir-là, l'ordre des plats à mener à table est différent des autres soirs. D'accord? Donc, on appelle ça le soir de l'ordre particulier sur le plan culinaire et alimentaire. C'est comme ça que nous dit la halakha. Mais en réalité,
Le Gaon de Vilna, il dit c'est le soir où Akadosh Baruch Hu, il a mis de l'ordre dans son monde. Il a décidé que l'ordonnance divine à travers la Torah était la priorité dans ce monde. Et que ceux qui suivaient l'ordonnance divine avaient une place prépondérante dans la création pour influencer les autres nations. À partir de là, Akadosh Baruch Hu, en mettant un tel ordre, qu'est-ce qu'il veut de nous? On dit c'est le soir où toi tu dois t'asseoir. D'accord? C'est pas vite, tu fais ta Haggadah pour arriver à Haggadi à la fin. Oui? Israël babzouz, flouche. Oui? Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. C'est pas que tu dois courir pour arriver à la chanson. C'est en réalité, tu dois prendre le temps d'expliquer le miracle de la création de la nation juive au moment de la sortie d'Égypte, qui se sont engagés dans le désert pendant 40 ans pour arriver à la fin en Israël, pour fonder Baruch Hashem, le pays, l'État d'Israël, avec tous les Shvatim, après qu'il ait été donné à nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tu dois prendre le temps d'éduquer ton enfant, les Banecha ou les Bnei Banecha, à tes enfants et tes petits-enfants. Pourquoi tu dois prendre ce temps-là? Parce que c'est le soir où tu dois expliquer à tes enfants qu'il y a un ordre de priorité dans la vie. Qu'il y a des ordres. C'est le soir où toi tu dois prendre le temps pour comprendre toi-même c'est quoi ton ordre de priorité. Et on est obligé dans la Torah malheureusement de te le rappeler. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, comment il nous connaît bien. Comment on a du mal. Un homme marié, très souvent, il va se plaindre de sa femme. Un homme célibataire, très souvent, il se plaint de ne pas être marié. À la fin, on n'est jamais content de ce qu'on a. Ce soir, il y a un homme marié qui est venu me voir et qui m'a dit que votre arabe, j'ai divorcé il y a 7 mois de mon épouse, j'ai besoin que vous m'aidiez, je veux récupérer ma femme, j'ai fait une grosse bêtise. Alors, s'il n'y en avait qu'un seul par jour qui m'appelait, ça irait très bien. Mais j'en ai plein comme ça. J'en ai plein. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils avaient la chance de pouvoir fournir les efforts, ils ne l'ont pas fait. Ils ont écouté leurs avocats. Ils ont écouté les amis. Ils ont écouté la famille. Les conseillers ne sont pas les payeurs. Ils ont écouté qui ils ont écouté. Tu ne prends pas le temps. Tu as un problème professionnel. Tu as un problème par rapport au travail. Quel rapport avec ta femme et tes enfants? Tu as un problème avec ta femme. Ne t'en prends pas à tes enfants. Combien de fois je vois des parents en conflit qui vont dire « Ah, c'est la faute du grand ». Ah ouais, le grand, il a 14 ans, 15 ans, 16 ans, crise d'adolescence, forcément, ça va être tout de sa faute. Et en plus, on a des parents qui vont attraper le grand, qui vont dire « C'est ta faute si ça ne va pas entre nous ». Ou d'autres parents qui vont attraper leurs enfants et qui vont parler avec leurs enfants pour leur prendre parti. Ta mère, elle m'a fait, ton père, il m'a dit. Bobo. Oui. Et quand on prend cette habitude-là, le jour où notre enfant se marie, comme on a l'habitude de parler avec lui de nos problèmes de couple, on va demander à notre fils de nous parler de ses problèmes de couple. Et nous, les problèmes de couple qu'on n'a pas réussi à régler dans notre couple, on va vouloir les régler chez notre enfant alors qu'ils n'existent pas chez lui. Et on commence à se mêler du couple de nos enfants. Mon grand-père, Zichrono Livracha, le Rav Chaim Ishaï, dont je porte le nom, il était extraordinaire. Quand il y avait ses enfants qui venaient chez lui à la maison et qui commençaient à se disputer, il disait « Vous êtes gentils, les disputes c'est chez vous. » Non, mais papa, non, toi et ta femme, vous rentrez chez vous. Quand vous serez calme et vous serez disposé à écouter, vous revenez me voir. Mais les disputes, c'est chez vous à la maison. Oui, mais elle m'a dit comme ceci, il m'a fait comme... Vous vous débrouillez entre vous, vous savez, vous êtes des adultes. Moi, j'ai toujours fait des efforts avec ma femme. On a eu des épreuves. Vous m'avez jamais entendu parler de votre mère. Votre mère, elle vous a jamais entendu parler... Vous avez jamais entendu votre mère se plaindre de moi. Donc vous êtes gentil. Vos problèmes, vous les réglez chez vous à la maison. Parce que quand vous venez chez moi et que vous commencez, des enfants, à parler de vos problèmes de couple autour de la table avec vos frères et sœurs, après, ça va, c'est les dominos dans la famille. Oui? Parce que le jour où il y a le frère qui a un problème avec sa femme, elle va lui dire, mais tu te souviens, vous êtes tous les mêmes, regarde ton frère avec sa femme. Bobo, les dominos. Oui? Ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est l'effet papillon. Maintenant, par rapport à cela, justement, il y a un point qu'il faut arriver à comprendre. Le travail dans le couple à faire chaque jour, c'est le smile, le sourire. Il y a une dame, ce soir, on a fait ses shivas,
Madame Claudine Usan. C'est la maman d'amis qui font partie de la famille, Baruch Hashem. J'ai ce mérite-là particulier de compter dans ma famille des gens exceptionnels. Ben Porat Yosef, que Dieu les garde en bonne santé jusqu'à 120 ans. Et cette dame-là, très jeune, elle s'est retrouvée veuve. Avec des enfants en bas âge. Elle ne s'est jamais remariée. Elle avait toujours le sourire. Elle est partie vivre à Issy-les-Moulineaux. On lui a demandé, parce que c'était une commerçante qui passait son temps à aider les gens, alors qu'elle-même, c'est une veuve avec des enfants en bas âge. Ils lui ont demandé de devenir maire adjoint, à l'époque du maire Santini. Elle a fait jumeler la ville de Issy-les-Moulineaux avec Naharia. Elle a fait appeler un parc à Issy-les-Moulineaux au nom du parc Naharia. Dans les années 90, je ne sais pas si vous imaginez, d'appeler un parc en France, dans la banlieue parisienne, Issy-les-Moulineaux, au nom d'une ville israélienne, c'est quand même fort. La ville de Issy-les-Moulineaux était la première mairie de France qui a mis le drapeau d'Israël pour dire qu'elle était jumelée à une ville israélienne. C'était une battante. Il était pour quelque chose. Ben non, je vais vous dire. Oui, il était pour quelque chose, je vais vous raconter. Une de ses filles m'a raconté l'histoire, a été extraordinaire. Au moment de l'Alevaya. Hein? Une fille de qui? De cette dame, de Madame Usan. Et en réalité, écoutez bien, dans le conseil municipal, tous les adjoints, tous les conseillers municipaux se sont opposés à donner le nom de Naharia à un parc de la ville. Le maire Santini a regardé Madame Usan. Madame Usan, vous voulez qu'il s'appelle... Madame Usan s'est opposée dans un monde et dans une société où ni les femmes étaient acceptées, ni les juifs étaient acceptés, ni les maghrébins étaient acceptés. Donc elle, juive de Tunisie, donc maghrébine et juive, je ne sais pas si vous imaginez, hein, d'accord? Veuve avec des enfants, elle dit non, ce parc-là, vous allez l'appeler le parc Naharia. Le maire Santini a dit, madame, si vous avez décidé, bien que tous les autres conseillers municipaux s'y opposent, on appellera ce parc Naharia. Donc oui, Santini est pour quelque chose. Mais, on voit une chose ici qui est extraordinaire. Extraordinaire. C'est que, réellement, cette dame, elle a toujours été avec un grand sourire, malgré toutes ses épreuves. Elle a toujours parlé avec ses enfants avec beaucoup d'amour. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais jeune rabbin, encore, bien que je fasse toujours jeune, Baruch Hashem, et que je suis encore jeune, j'étais encore plus jeune à l'époque. Elle m'a dit, quel kavod, qu'est-ce que vous êtes extraordinaire. Et j'ai bien senti que j'avais affaire à une grand-mère qui voulait m'encourager, en tant que jeune, qui est sur le chemin de la Torah et qui propage les paroles de Torah à travers la communauté. Elle avait besoin de m'encourager. Elle a toujours eu ce sourire. Et les enfants, même quelles que soient les épreuves auxquelles ils ont été soumis, Baruch Hashem, ils ont toujours gardé cette simcha, avec un amour de la Torah, avec un amour des rabbanim, avec l'amour de la terre d'Israël et de son prochain. Et l'amour, il faut bien savoir, lorsque son mari a été enterré, déjà avec son mari, elle était énormément les gens. Les gens de toute la communauté, juifs et non-juifs, sont venus. Toute la communauté. Elle a été nommée conseillère municipale honoraire parce qu'elle avait le vote de la population à Issy-les-Moulineaux. Tout le monde l'appréciait. Juifs et non-juifs. Pour quelle raison elle avait la simcha? Elle parlait avec ses enfants avec la simcha, le sourire. Tu rentres à la maison. Moi, je me souviens, j'ai un ami, le Rav David Nakash, quand je me suis marié, il m'a rapporté un enseignement du Rav Mordechai Eliaou. Après, quand on est parti voir le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Mordechai Eliaou m'a confirmé cet enseignement. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Rabbi David? Il m'a dit une chose fantastique. Il m'a dit, regarde, je vais t'apprendre. Là, tu es sur le point de te marier. Tu as un ballot sur ton épaule. D'accord? Le poids de tous tes soucis. Ce sac-là, tu le poses devant la porte de la maison et quand tu rentres avec le sourire. Et le sourire, tu le gardes jusqu'au lendemain matin. Quand tu sors le lendemain matin, tu reprends tous tes soucis qui te rendent triste et tu fais ta journée. Mais quand tu rentres à la journée, tu as le sourire. Ça ne veut pas dire que tu ne parles pas à ta femme de ce qui te chagrine, de ce qui te soucie. Bien sûr qu'il faut parler. Ça ne veut pas dire que tu prends des décisions unilatérales. Un couple, on partage nos décisions. On a besoin de discussion. Tous les jours, il faut avoir un temps de qualité pour arriver à discuter avec sa conjointe. Après, arrive avec un certain nombre d'années, Baruch Hashem, où, sans discuter, on arrive à se comprendre. Oui, les seigneurs dans la salle, ils arrivent à me comprendre. Donc, Ben Porat Yosef, quoique vous êtes très jeune, Ben Porat Yosef, pour les seigneurs. Alors, ça veut dire quoi en réalité?
Ouais, c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est un véritable travail. Les gens me disent, mes enfants, c'est très compliqué. Oui, mais c'est un véritable travail. De chaque jour, d'arriver à garder le sourire. De venir le matin, lorsqu'on va réveiller son conjoint ou sa conjointe et qu'on n'est pas dans la période de Nida, de venir et de réveiller l'autre avec un petit bisou sur la joue. Bonjour. Ça change toute une journée. Puis de dire, dépêche-toi, on est en retard, lève-toi, il y en a marre, les enfants. Non? Je sais pas, hein, non? Hein? Vous savez bien que oui. Ouais, bien sûr que je sais que oui. J'ai vécu les deux versions, je connais la différence. Parce que même quand il nous arrive de faillir, tout ça nous arrive, d'avoir des moments de faiblesse, des moments où on s'énerve. Il faut arriver tout de suite à rattraper le coup. Il faut arriver tout de suite à se remettre en question. L'autre dit donc la vie est une pièce de théâtre. Non, on ne joue pas la comédie. Donc, par rapport à cela, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, il faut faire des efforts, entre guillemets aujourd'hui, qualifiés de surhumains. Je t'en supplie. Tes soucis, que tu pleures ou que tu ris, ils vont s'évanouir. Tu pleures toutes les larmes de ton corps. Les problèmes, ils vont partir d'eux-mêmes. Si tu te dis, voilà, je dois trouver des solutions, je ne suis pas capable de trouver des solutions, je vais prendre conseil auprès de professionnels pour trouver des solutions. Oui? Et des professionnels, il y en a aujourd'hui. Hein. D'accord? Ben Pourat Youssef. Pour nous aider à trouver des solutions. Je vais prendre conseil auprès de personnes qui ont une certaine sagesse. Nos aînés. Combien de couples aujourd'hui, combien de jeunes je vois qui refusent d'aller voir leurs parents, de parler avec leurs grands-parents, pour apprendre la sagesse d'eux? Non? Ma chance, moi, c'est que quand j'étais petit, mes parents devaient travailler le dimanche. Et tous les dimanches, je passais ma journée chez mes grands-parents. Et je discutais avec mes grands-parents. Je jouais à la shkob avec mon grand-père. Ouais, la shkob. D'accord? On discutait avec eux. Et de tout jeune, j'ai compris. Je leur demandais de me raconter leurs histoires, quand ils étaient plus jeunes, comment ils ont travaillé, comment ils sont connus, comment. Et j'ai compris une sagesse extraordinaire. Pourquoi? Parce que nos aînés, ils ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de train d'avance sur nous. Parce que Tarat Hashemesh, Entradash, les problèmes de réaction humaine sont toujours les mêmes, depuis toujours. De prendre conseil auprès de nos aînés, déjà, ça passe par les parents, les grands-parents. Oui, quand ils sont de bons conseils. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, d'arriver dans le couple à former un bloc monoparental. Ce qui veut dire en réalité, le père et la mère, d'être une autorité parentale face aux enfants, où les enfants, ils savent que qu'ils aillent voir papa ou maman, ils vont avoir une même réponse. Donc il faut que papa et maman, ils prennent le temps de discuter pour se mettre d'accord sur le système d'éducation, pour savoir quoi répondre à un enfant. Il faut arriver à prévenir. On sait qu'il y a un enfant, bientôt il va faire sa bar mitzvah. On sait très bien qui va nous parler. Est-ce que je veux un orchestre? Est-ce que je veux un DJ? Qu'est-ce que je veux comme traiteur? Les copains que je veux avoir? Est-ce que je veux avoir une sortie? Est-ce que je veux? Oh! On sait très bien qui va nous faire tout ça, le gosse. Si on se met pas d'accord avant, les parents n'ont pas discuté, et qu'on se fait pas surprise par le gosse qui va avoir un moment qui dit, maman, papa il m'a dit, parce qu'ils font ça, hein, que c'était d'accord pour prendre le DJ avec les lapins roses. Eh, maman quoi, des lapins roses à ta bar mitzvah? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Qu'est-ce que c'est? Papa il m'a dit oui. La mère, qu'est-ce qu'elle fait? Alors le mari. Comment t'as autorisé le DJ? Quel DJ de quoi tu parles? Hein? Et le père après il se dit, ah oui, il m'a parlé d'un DJ. Je lui dis, bon, on va avec ta mère. Tu prends pas le temps d'écouter? Tu prends pas le temps d'écouter? Un enfant, tu prends pas le temps d'écouter. Un enfant de 6 ans, tu prends pas le temps d'écouter. Un enfant de 4 ans, tu prends pas le temps d'écouter. Un nourrisson, tu prends pas le temps une fois par jour de faire couillis. Non? Pour qu'il te sourie en retour? Non, tu vas le voir quand toi tu as envie de kiffer. Oui? Vous connaissez ces petites poupées là, quand on appuie dessus, ça fait un. Oui? Il y en a, leur bébé, c'est ça. Je vais voir le bébé, je vais le kiffer un peu, il va me sourire un peu et c'est fini. Je suis pas là pour l'enfant, je suis là pour kiffer l'enfant. Je n'aime pas l'enfant pour lui-même, j'aime l'enfant parce que c'est mon enfant. Dis-moi, ton enfant, c'est une voiture?
Je me suis acheté une voiture. Attention, elle est toute neuve. C'est une Maserati, il ne va pas me la rayer. Non. Oui? Non? J'ai connu un garçon, réellement, il avait une Citroën AX qu'il avait achetée d'occasion. La Citroën AX, on était dans les années, que je ne dise pas de bêtises, 2000, elle devait être des années 80, neuve comme c'est pas possible. Attention, si on lui raye sa Citroën AX, combien il aimait sa Citroën? Oui? Un beau jour, sa petite copine, elle a voulu s'asseoir sur le capot de la Citroën, ça a été un scandale. Elle risquait de rayer la Citroën avec son sac à main. Ta Citroën est plus importante que ta petite copine. Tout va bien. Non? J'ai une montre. Je me suis acheté une montre. Je me suis acheté une montre. Oui. La montre, je l'ai laissée traîner sur la table de chevet. Le gosse de 3 ans, il est rentré. La montre du mariage. Tu sais, la montre pour laquelle tu t'es endetté à ton mariage. Hein? Pour faire classe dans la vidéo du aîné. Hein? Tu la vois cette montre-là ou pas? Le gosse, il a pris. Il est en train de marcher dans la maison, un peu à quatre pattes, un peu debout, un peu ceci, un peu cela. Il a joué avec la montre, elle a pris une rayure, la montre. Comment? Ta montre? Tu vas hurler sur ta femme, tu vas hurler sur le gosse, tu vas hurler sur toute la maison, vous ne réalisez pas la montre. Capara la montre, comme on dit chez nous. Non, ça se remplace du matériel. Ça se remplace pas. J'ai eu un cas de divorce extraordinaire. Une femme, la pauvre. Il y avait sa montre du mariage. Le fermoir ne marchait plus correctement. Elle a perdu la montre du mariage. C'était une belle montre, ok, elle a coûté 5 000 francs ou 10 000 francs, je ne sais pas combien elle a coûté. À l'époque, c'était en francs. D'accord, mais voilà. Elle a coûté une somme d'argent. Le mari a dit, mais comment elle fait pas attention au cadeau que je lui ai fait? Dis-moi, monsieur, ça fait combien de temps que tu es marié avec ta femme? 20 ans. Je fais la montre, elle a 20 ans. Capara. Qu'est-ce qu'il y a? Ça se remplace pas une montre? Non? Une femme, ça se remplace? Non, ça se remplace pas. Un être humain, c'est remplaçable? Non. Mais le matériel, ça va, ça vient. À partir de ce moment-là, quand j'arrive à comprendre, moi, que l'ordre de priorité dans ma vie, ce n'est pas le matériel. Le matériel, c'est un moyen. Je ne vais pas commencer à stresser par manque de moyens. Je m'étouffe dans ce qu'on appelle, dans la psychologie systémique, dans des connaissances limitantes. Parce que je sais, des fois, j'ai des mots comme ça qui me sortent, je ne sais pas d'où ça vient. Ça veut dire qu'à travers mes craintes, je suis en train de me limiter. J'ai peur de ne pas atteindre mon but. Je suis en pleine crise avec mon conjoint, ma conjointe. J'ai peur de ne pas arriver à m'en sortir parce que ça fait un mois, tous les soirs, dès qu'on essaie de discuter, il y a un coup de nerf. On s'énerve, on se fâche, on n'arrive plus à discuter, on n'arrive plus à s'entendre. Je commence, moi, à avoir peur de ne jamais arriver à m'en sortir de cette situation. Je me dis, ça y est, c'est fichu, mon mariage est fichu. Je ne peux plus y arriver. J'ai peur d'arriver au divorce. Je suis en train de me limiter. Ces connaissances-là du futur qui sont inspirées par des doutes et des craintes sont en train de me limiter dans ma vie. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle on appelle ça des connaissances limitantes. Je me dis donc, je ne pourrai pas y arriver. Je me limite moi-même. Je ne fournis plus d'efforts. Et je m'astreins à la réalité de chaque jour qui devient un cauchemar. Parce que je refuse de me dire, quelque part, je n'ai pas de limite. Maintenant, regardez, la beauté du judaïsme, quand on mélange un peu tout, on fait un peu une tchèchouka. D'accord? C'est que je vois une neshama. Ma neshama, elle a une limite. Mon corps, il va grandir, il va vieillir, il va... ce que vous voulez. À la fin, après 120 ans, le corps, on va le mettre dans la terre. Ok. Mais la neshama, elle va où? Elle est toujours là ou elle n'est pas toujours là? Vous avez déjà pris un steak de poulet, un schnitzel. Vous le venez, vous le frappez. Vous avez déjà vu le schnitzel qui se lève, qui dit « Aïe, pourquoi tu m'as frappé ?» Il n'y a plus de nefesh dedans, il n'y a plus de vie. Ce qui veut dire en réalité que nous, notre corps, comme il nous rapporte nos maîtres, ce n'est qu'un véhicule pour permettre à l'Eshama de se déplacer dans un monde matériel. À quoi ça ressemble quand je mets mes chaussures? Pour ma Neshama qui est immense, proportionnellement, mon corps ressemble à la taille de mes chaussures. Ça, je m'en sers pour me déplacer. Mais en réalité, si ma neshama est illimitée, en moi, il y a un pouvoir divin qui a été placé en moi par Dieu, qui me permet de devenir infini et de dépasser mes limites à travers un travail. Quel travail? Le fait de faire Torah Mitzvot.
Quand on te dit, tu veux dépasser tes limites, impose-toi certaines limites, donne-toi un cédère, le lait à cédère. Dans ce que tu vas manger, dans ce que tu as le droit de regarder, de ne pas regarder, d'écouter, de ne pas écouter, de faire écouter à tes enfants, comment tu vas danser, comment tu vas manger, comment tu vas vivre, comment tu vas te comporter, comment tu vas parler avec les autres femmes quand tu es marié, comment tu vas parler avec les autres hommes quand tu es marié. Non? Parce que moi, j'adore le cas des couples qui me disent, mais nous, on n'est pas religieux, on va à la plage mixte. Ma femme, je ne trouve pas normal qu'avec ses collègues au bureau, elle se permette de se faire prendre en photo. La femme, on va dire, elle est agent immobilier. Dans le travail qu'elle fait, elle travaille pour une agence immobilière, ils se font prendre en photo avec le panneau de l'agence immobilière, avec les panneaux, on a vendu, on a loué un appartement, avec le collègue avec lequel elle a travaillé. Le mari fait une crise de jalousie. On découvre que le mari, il va au restaurant avec des jeunes filles de temps en temps. Mais moi, ce ne sont que des copines. Moi, je ne me brûle pas dans le Yetzirara. Ma femme, elle n'est pas capable. Donc toi, tu es mieux que ta femme. C'est bien, c'est bien. Essayez de comprendre, en réalité. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est Torah Traim. On peut vous donner des cours avec de la Gemara et les Simanim dans le Shulchan Aruch. Ça, c'est possible, j'en ai déjà fait. Mais aujourd'hui, on a besoin de cours de Torah Traim. Un peu de bon sens. Et dans ce que je suis en train de vous dire, il y a un nombre d'halachot, en réalité, qui... en réalité, font découler tout cet enseignement. À partir du moment où je suis marié, je n'ai pas le droit d'aller avec une personne célibataire ou mariée, en public ou m'isoler, seul à seul, en tête à tête, que ce soit au restaurant ou ailleurs. Comprenez ce que je suis en train de vous dire ? C'est-à-dire aujourd'hui, non, on est tellement libre de notre tête, tellement cool dans notre tête, tellement, qu'on attend après que ça explose. Parce qu'on ne prend pas en considération l'autre. Moi, ça me dérange que ma femme aille manger avec d'autres hommes. Mais moi, je peux manger avec d'autres femmes. Pourquoi? Parce que ta femme, tu l'aimes pas pour elle, tu l'aimes pour toi. Parce que si tu aimais ta femme pour elle, tu n'irais pas au restaurant avec d'autres femmes. Même si c'est en tout bien, tout honneur. Parce que si ça risque de déranger ta femme, qu'on te vend au restaurant avec d'autres personnes, d'autres femmes, tu le ferais pas si tu l'aimes vraiment. Si tu la prenais réellement en considération. Non? C'est logique ou c'est pas logique? C'est logique. Ah oui, c'est très logique. C'est très très logique. On voit en réalité que le secret du Shalom Bayit pour les hommes, c'est de se rappeler en permanence ce que représente la femme à leurs yeux. On voit dans la Gemara, dans Masechet Kiddushin, là-bas il est rapporté, je crois d'Avav si je ne dis pas de bêtises, qu'un homme, comment il sanctifie une femme? Il dit Areat mekudeshetli, Areat lekuchati. Oui, tu es pour moi, tu es ma femme. Areat ishti. C'est en disant lui ce qu'elle est pour lui qu'il arrive à la sanctifier. S'il vient, il dit Are ani isher, je suis ton homme. Are ani baaler, je suis ton mari. Il n'a rien sanctifié du tout. Si moi, quand je rentre à la maison, quand je regarde ma femme, je lui rappelle qui je suis pour elle, et elle, quand elle rentre à la maison, elle me rappelle qui elle est pour moi, tu dois respecter ta femme. Ça vous énerve pas quand votre femme vous dit ça? Tu dois craindre ton mari. Ça vous énerve pas quand votre mari vous dit ça? C'est énervant. Hein? Non? Non? Alors que si d'un seul coup on dit tu es ma femme, je t'aime et je te demande de me prendre en considération. Tu es mon mari, tu es ma vie, je te demande de me prendre en considération. Ça sonne autrement. Ça sonne autrement. C'est pour cette raison-là qu'un homme, lorsqu'il sanctifie sa femme, il doit dire ce qu'elle est pour lui. Et c'est pour cette raison-là que chaque jour, il doit se rappeler ce qu'est sa femme pour lui. C'est ça le secret du Shalom Bayit. Si moi, je me dis en permanence ce qu'est l'autre pour moi, j'arrête de penser à moi avant de penser à l'autre. Vu que je pense à l'autre avant de penser à moi. Vu que pour te sanctifier ma femme, je dois dire que tu es ma femme. Donc je te qualifie toi. En te qualifiant toi, je te détermine d'abord toi avant de me déterminer moi.
Et ma déterminaison dans cette vie, en tant que personne, va dépendre de ma façon de déterminer toi. Ma façon de me comporter avec l'autre, c'est un miroir, l'autre. Il va me le rendre. Si je fais passer l'autre avant moi, l'autre, il va faire quoi? Il va me faire passer avant lui. C'est un échange de bons procédés. Et c'est la même chose avec les enfants. Dès leur plus jeune âge. Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai du temps ou... Bon, j'ai compris. Alors, Bezrat Hashem, il y a encore beaucoup de choses à dire. Énormément de choses à dire sur ce sujet-là. Mais il y a un point qu'il faut arriver à comprendre. Lorsqu'on nous rapporte qu'au moment où on se marie, chaque foyer représente un Mishkan, un temple, un Beth Amikdash. Oui, ça, on le dit, on le redit, on le redit. C'est-à-dire le Beth Amikdash. Qui va venir dans le Beth Amikdash? La Shrina. Bon, la Shrina, il y a différents moyens. Tarat Habayit, ça entretient la Shrina dans la maison. Les lois de pureté familiale. La Kashrut, le Shabbat. Ça apporte une lumière dans le foyer insoupçonnée. Si je regarde le monde, je regarde cette création, d'accord? Que je regarde tous les flocons de neige qui ont exactement le même nombre de pointes. Qui a créé cela? Je regarde n'importe quelle marguerite, elles ont toutes exactement le même nombre de pétales. Qui a fait ça? On a déjà vu réellement des êtres humains avec un troisième œil au milieu du front? Non! Il y a un ordre dans cette création qui est inébranlable. Avec une possibilité d'évolution, tel que c'est rapporté dans les Sifrei Kedoshim. La théorie de l'évolution existe en partie. Mais, en réalité, qu'est-ce qu'on est en train de voir? On voit que le monde dans lequel on vit, il a été créé selon un ordre certain. Est-ce que c'est possible que lorsque je regarde une chaise, voilà, une chaise, je regarde une chaise, la chaise elle est en bois, est-ce qu'il est possible que cette chaise soit arrivée dans mon salon toute seule? Elle s'est créée d'elle-même, la chaise. Pouf, il y a une chaise. Il n'y a pas eu un menuisier. Avant le menuisier, il n'y a pas eu un bûcheron. Avant le bûcheron, il n'y a pas eu un arbre. Avant l'arbre, il n'y a pas eu une graine. Avant la graine, il n'y a pas eu quelque chose pour planter la graine dans le sol. Et si c'est une personne qui a planté la graine, il n'y a pas eu quelqu'un pour créer la personne. On va bien remonter à quelque part. Il y a bien eu quelque part un créateur. Le créateur, il te dit, tu fais Shabbat. Fais Shabbat. Tu manges kasher. Mange kasher. Et manger kasher, c'est pas partir en été dans les clubs hôtels en Grèce ou ailleurs et se dire, bon, c'est pas kasher, mais je vais manger que les crudités. Dis-moi, dans tes crudités, je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Un garçon, il m'a raconté cette histoire, il m'a rendu fou. À un moment donné, quand il mangeait kasher, il a décidé, lui, de manger kasher, mais bon, quand il est dans des endroits où il n'y a pas de théouda de kashrut, un beau jour, il y a un ami à lui qui l'emmène au drugstore, sur les drugstore des Champs-Élysées. Ils prennent là-bas une salade. Et la salade, il demande qu'est-ce qu'il y a dans la salade, parce qu'il cherche, lui, un truc crudité, sans embrouille, oui. Et on lui dit, non, là, il n'y a que des crudités, monsieur, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de charcuterie, il n'y a rien. Très bien. Il prend cette boîte en plastique avec cette crudité, il monte en voiture, il commence à manger de la crudité dans la voiture, et d'un seul coup, il voit des bouts rouges dans la salade, il commence à les manger, et ce copain, Hilar, qui mangeait pas kasher, lui dit, mais c'est quoi ces bouts-là que j'ai dans la bouche? Il dit, mais ça c'est du lardon. Il a eu une angoisse, il voulait se faire vomir, il n'était pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il a? Il a voulu manger qu'une crudité. À partir du moment où tu vas dans un endroit où la vaisselle et la cuisine n'est pas cachère, même une crudité, tu ne peux pas déguster. Tu leur demandes un fruit que tu prends toi-même et tu le rinces sous un robinet et tu le manges. Même pas ils te font eux la salade de fruits. À froid ou à chaud. C'est pas cachère. Pas cachère, c'est pas cachère. Il n'y a pas de jeu avec ça. Et qu'en est-il d'un déjeuner professionnel, par exemple? Vous buvez un café. Alors maintenant,
Moi, je connais un homme d'affaires, Abné Bra, qui voyage dans le monde entier. Il voyage dans le monde entier. C'est un des hommes les plus riches d'Israël. Oui, il y en a des comme ça. Alors, justement, il y a celui qui, avec sa salade, qui vient de m'envoyer un message parce qu'il regarde le cours, il m'a dit faut rappeler que votre arabe que j'ai vomi jusqu'à mon repas de midi. Il a tout vomi. Bon, je n'ai pas voulu déballer ça pour tout le monde. Maintenant, on voit en réalité, par rapport à cela, que le fait est que Baruch Hashem, à partir du moment où je me dis, attends, il y a des règles. Je connais un homme d'affaires à Bnei Brak, justement, qui est un homme très riche. Il voyage à travers le monde entier. Il dit aux gens, je vais vous donner rendez-vous dans des restaurants cachers. Ça fout mal, hein? Et pourtant, il réussit en affaires. Et il a commencé tout petit. Tout petit. À Bnei Brak, vous savez comment il a commencé, ce monsieur? Il ne m'autorise pas à donner son nom. Mais une histoire extraordinaire. Il a commencé il faisait livreur de bouquins. Il travaillait dans un magasin de bouquins, il a commencé à livrer les bouquins. Au fur et à mesure, il a commencé à travailler, à empocher un peu d'argent. Il a décidé de partir en Afrique pour se lancer dans les affaires. Et là-bas, il s'est lancé dans le business, d'accord, du diamant, etc. Et Ben Porat Yosef, c'est un homme qui a fait fortune, non seulement ça, mais sur le continent africain, les Africains ne veulent travailler qu'avec lui. Parce qu'il les fait vraiment travailler dans de bonnes conditions et qu'ils gagnent bien leur vie avec lui. Parce qu'il applique les lois de la Torah pour les faire travailler dans le diamant. Et grâce à cela, c'est devenu un des hommes, une des plus grandes fortunes du diamant à travers le monde. Et partout où il allait, quand il cherchait au début à être petit commercial, les gens lui disaient on veut faire un repas d'affaires. Il disait il n'y a aucun problème, il venait avec sa gamelle. J'ai des allergies, j'ai des problèmes, je suis sensible. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Comme ça qu'il a commencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu ne fais pas de compte avec la Torah et avec Akadosh Baruch Hu, il va te récompenser. Ad Belidai. Il va te récompenser comme il faut. C'est-à-dire c'est une question d'émouna. C'est une chose aujourd'hui qui est compliquée. Qui est compliquée parce qu'on a honte des fois. Honte de quoi? Honte de faire partie du clan Israël. Honte de se dire qu'on peut y arriver grâce à la Torah au mitzvot, que c'est beaucoup plus facile malheureusement parfois de montrer du doigt les rabbanim, surtout dans le contexte actuel, vu que malheureusement dans l'actualité on voit certains grands rabbanim, mais là de sombres affaires malheureusement. Donc c'est beaucoup plus facile de les montrer du doigt en disant mais moi je suis religieux. Oui, mais religieux quoi? Quel est ton niveau d'application de la religion? C'est quoi religieux? C'est manger les salades dans les hôtels, les clubs hôtels en Grèce qui ne sont pas cachers? C'est dur ce qu'on est en train de dire. En réalité, Bezrat Hashem, si on prend sur soi, et je sais que personne n'est concerné par ce problème-là ici, mais ce cours est pour une large audience. Bezrat Hashem, si on prend sur soi tout simplement d'appliquer les règles de la Torah, qui nous imposent un travail personnel, à travers déjà l'étude, c'est une discipline. De trouver du temps, essayer de comprendre. Je dois travailler et trouver du temps pour faire Shacharit, Mincha, Arvit. Et avoir du temps pour m'occuper de ma femme et de mes enfants. Combien de temps il me reste pour travailler? Et avoir du temps un peu pour étudier. Mais c'est possible. C'est possible. C'est possible, et ceux qui le font, ils y arrivent. Donc en réalité, et c'est juste une question d'émouna au départ, de prendre le temps. De prendre le temps de vivre. La vie est courte. Elle est belle. Elle vaut la peine d'être vécue, mais elle passe très très vite. Et on se fait endormir très très vite. Il y a des gens qui peuvent brûler leur vie aujourd'hui sur Internet, sur Facebook, sur ce qu'ils veulent, en ne prenant pas le temps. Essayez de comprendre. Combien de personnes aujourd'hui ont besoin de se détendre aux heures du soir quand tout le monde dort dans la maison? En lisant un bouquin, en regardant Facebook, en regardant un film. Ils ont besoin de se retrouver seuls. Ils sont fatigués le matin, ils commencent mal leur journée. Comment ils se ressentent? Ils sont créés un maximum de dopamine durant la nuit, qu'ils ont empêché de dormir, parce que ça excite. Mais après,
quand ils font leur descente de dopamine et d'adrénaline, c'est un bad trip. On se sent vidé. Pourquoi? Parce que le corps et le cerveau ont été tellement sollicités par toute cette interaction nocturne qui a demandé un effort surhumain, parce que plus il est tard, et plus c'est difficile pour le corps, et plus ça le fatigue, alors qu'on est allongé en train de regarder un film maintenant. C'est extrêmement fatigant pour le corps. Essayez de comprendre. Dans quel état, honnêtement, vous êtes si vous allez venir et faire une promenade d'1 kilomètre en journée, le matin, et dans quel état vous êtes après avoir regardé 1, 2 films le soir, et qu'il est 3 heures du matin, vous devez aller dormir. Vous n'êtes pas plus fatigué après les 2 films qu'après votre promenade? Comment ça se fait? J'ai pas bougé de mon lit, j'ai pas bougé du fauteuil. Dopamine. Bad trip. Bad trip. Et après ce bad trip, j'ai un manque. Durant toute ma journée, je suis en manque. Jusqu'à que je retrouve ma dose. Ma dose de téléphone, ma dose de Facebook, ma dose d'internet, ma dose de cigarettes, ma dose. On devient dépendant. Dépendant d'un monde artificiel. Alma des chakras. Chachamim nous ont avertis. À vous de savoir ce que vous voulez être. Dépendant ou indépendant. Parce que la véritable indépendance, liot am chofshi be'artzenu, c'est pas am chofshi sans Torah. C'est am chofshi, un peuple libre de faire sa Torah et ses mitzvot sur sa terre. Artzenu, d'accord? Quand on dit la Artzenu, Akdosha, on parle de Artzenu, c'est non seulement la terre d'Israël, ici-bas, le monde matériel, mais on parle de Artzenu, notre Olam Haba. Oh. Vous voulez quoi? Vous voulez le Olam Haba? Parce que c'est une bombe atomique, le Olam Haba. Bombe atomique. Mieux que la villa Herzliya avec piscine. Mieux que Beverly Hills, mieux que Miami. Mieux que Saint-Tropez, mieux que le bateau, mieux que tout ça. Olam Haba, c'est de la bombe bébé. Wesh, bébé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Ouais, grandi à Sarcelles, on va pas se refaire. Par rapport à ça, justement, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où moi je comprends que j'ai des efforts à fournir, qu'il y a une discipline à avoir, et que cette discipline passe par la prière, cette discipline passe par l'étude, cette discipline passe par le fait de devoir apprendre la langue pour étudier. Non? Je prends une Gemara, c'est facile pour un homme. Tu prends ta Gemara, tu prends un crayon à papier, c'est Moutar al-Pi halacha, tu vois les mots que tu n'as pas compris, tu les soulignes, tu numérotes sur la page, et sur le côté de la page, tu numérotes les mots. Tu mets tes numéros. Tu prends ton dictionnaire et tu commences à chercher la traduction. Et tu notes un à un. À force de voir les mots revenir, tu vas avoir le vocabulaire. Si tu le fais jamais, tu vas jamais avancer, tu vas jamais étudier, et tu seras appelé à écouter les cours des autres en permanence qui te disent, eux, savoir étudier et comprendre, sans pouvoir même vérifier ce qu'ils ont étudié et compris. C'est pas frustrant? C'est frustrant. Bezrat Hashem, à travers ce travail que chacun va prendre sur lui après avoir écouté ce cours, Bezrat Hashem, le sourire, le smile, la simcha. Et pour vous faire comprendre à quel point c'est important le sourire, le smile, la simcha, je l'ai expliqué ce soir au Shiva de Madame Usan, qu'elle avait une chose extraordinaire. Et j'étais aussi aux 11 mois d'un ami, Franck, Chaim Raphaël Yadan de Sarcelles, qui nous a quittés il y a 11 mois de ça, malheureusement, qui a laissé derrière lui une veuve et des enfants. Que Dieu les console, Bezrat Hashem, et les aide dans toutes leurs entreprises. On voit que les deux avaient une particularité, ces deux personnes-là. Ils étaient joyeux, souriants. Vous savez, c'est quoi la simcha? Le fait de se travailler pour être joyeux, de se travailler, de dire Akol et simcha. À quel point c'est important? Il y a Yaakov Avinu qui a connu la tristesse lorsque son fils Yosef a été vendu par ses frères. Il a cru avoir perdu son fils, il a cru que son fils avait été dévoré par des bêtes féroces. Parce que ses enfants n'ont pas eu le courage de lui dire ce qu'ils ont fait à leur frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé simplement que lui, sa prophétie, son niveau en Torah était baissé de niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus la joie de vivre. Il avait perdu sa joie de vivre. Alors qu'une personne qui se travaille pour avoir sa joie de vivre en permanence, c'est pour ça qu'on dit qu'il est très important de faire la Torah Bessimra. Simra, c'est un des noms de la Shrina, de la présence divine. C'est un anagramme de Chamisha, des 5 livres de la Torah. Oh, ouais, 5 sur toi. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? Justement, que de se travailler là-dessus, c'est extrêmement important. Pourquoi?
À travers l'étude de la Torah, tu atteindras la véritable Sibra. C'est pas le fait d'étudier pour kiffer et rigoler entre copains. C'est pas oh, c'est kiff, oh, on a rigolé. À travers le fait d'avoir fourni des efforts pour cumuler des informations et les mettre en application, ça va t'apporter en réalité un équilibre dans ta vie. Cet équilibre-là, c'est ça la véritable joie dans ce monde. C'est pas tout le temps danser et faire les foufous. Parce que danser dans les mariages, on peut danser jusqu'à demain. Quand les projecteurs s'éteignent et qu'on rentre à la maison, et que toute la soirée on a dansé sans sa femme, ou que sa femme elle a dansé dans des soirées mixtes avec d'autres hommes, quand on rentre à la maison, le balagan il commence. Pour certains. Je sais pas pour d'autres. Oh. Alors que quand je vais dans une soirée où c'est séparé et qu'on fait venir des rabbanim et qu'il y a 2, 3, 4 rabbanim qui vont nous dire des divrei Torah, des paroles de Torah et qu'il y aura des danses chacun de son côté, que les femmes vont pouvoir rigoler et délirer entre elles sans que les maris les regardent, ils se mêlent de ce qu'elles ont fait, ce qu'elles n'ont pas fait, et que les maris de leur côté ils peuvent danser sans que les femmes elles se mêlent. Ils rentrent, ils sont été bessimcha, chacun de leur côté, et ils ont pris des enseignements de Torah. Combien c'est beau. Bezrat Hashem, essayez de réfléchir à ça. Qui ne kiffe pas aller à un cours de Torah? Normalement, je sais pas, un bon cours de Torah, avec un rav sympa. Qui a été déjà à un cours du Rav Yechiya Ben Shetrit et qui n'a pas souri au moins une fois? Non? Alors Bezrat Hashem, qu'on ait chacun la bracha, la hatzlacha, qu'on arrive à mettre en application cette Torah de Chaim, ça tombe bien, moi je m'appelle Chaim. Bezrat Hashem, afin d'arriver à s'élever, de comprendre qu'on a un travail à fournir et que ça passe par une discipline. Et cette discipline-là, on arrive à se l'appliquer à nous-mêmes. Quel que soit notre âge, il n'est jamais trop tard. Rabbi Akiva, il avait 40 ans. Il a commencé à apprendre à lire. Rabbi Akiva. Il y a un monsieur, il y a quelques années cela, il a demandé à apprendre à étudier la Gemara. Il habitait à Netanya. Aujourd'hui, il donne un cours de Dafayomi à Netanya. Quand il est arrivé à Kisser Rachamim à l'époque, qu'on m'a demandé de lui enseigner l'étude de la Torah, il ne savait pas lire en hébreu. Aujourd'hui, il donne des cours de Gemara. Il n'a pas lâché l'affaire. Et à cette époque-là, quand il est arrivé chez moi, il doit avoir 36 ans. Aujourd'hui, il donne des cours de Gemara. Et Ben Porat Yosef. Et il kiffe, et les gens autour de lui kiffent. Et ça a énormément renforcé son foyer. Et tout ça par le mérite de sa femme qui l'a encouragé. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la hatzlacha, et qu'on arrive à mettre en application ces enseignements. Amen, Kenny Ratzon. Kol Tov à tous.